Le ver. Fyodor Sologoub. 1. Vanda était rentrée du lycée joyeuse, ses joues bronzées rouges de froid. À 12 ans, elle était grande et robuste pour son âge. Elle courait dans l'appartement, bousculant ses camarades qui essayaient de la calmer. Mais sa bonne humeur était contagieuse, et elle se mettait à leur tour à lui courir après. Cependant, elle s'immobilisait confuse quand Anna Grigorievna Roubonosova, l'enseignante chez qui elle vivait en pension, passait à proximité. Anna grognait, allant et venant entre la cuisine et la salle à manger. Elle était mécontente parce que le déjeuner n'était pas encore prêt, alors que Vladimir Ivanovitch, son mari, était sur le point de rentrer du travail, et parce que Vanda faisait la folle. « Non !» disait-elle fâchée, « c'est la dernière année que je tiens pension. Vous me tapez déjà suffisamment sur les nerfs au lycée, et en plus, il faut que je m'occupe de vous à la maison. Cela suffit, j'en ai ma claque. » Le visage verdâtre d'Anna prenait une expression mauvaise. Ses canines jaunes émergeaient de sous sa lèvre supérieure, et, en passant, elle pinçait méchamment Vanda au bras. Vanda se tenait tranquille quelque temps. Les fillettes avaient peur d'Anna Grigorievna, mais bientôt les pièces se remplissaient à nouveau de rires et de courses sonores. Les Roubonosov étaient propriétaires d'une maison de bois uniquement composée d'un rez-de-chaussée, qu'ils avaient fait construire récemment et dont ils étaient extrêmement fiers. Vladimir Ivanovitch était employé de l'administration régionale et Anna Grigorievna enseignait au lycée de jeunes filles. Ils n'avaient pas d'enfants, et peut-être pour cette raison, Anna était souvent de méchante humeur. Elle avait la fâcheuse habitude de pincer les fillettes. Ce n'étaient pas les victimes qui manquaient. Les Roubosonov accueillaient chaque année plusieurs pensionnaires, et Genia, la sœur cadette d'Anna, âgée de 13 ans, vivait avec eux. C'était une petite maigrichonne aux épaules osseuses et aux grosses lèvres froides, couleur framboise pâle, qui ressemblait à sa sœur comme une jeune grenouille ressemble à une grenouille plus âgée. À part Genia, il y avait 4 autres fillettes. Vanda Tamulevitch, fille d'un garde forestier d'un district reculé de cette province dont Loubiansk était le chef-lieu. Fillette enjouée aux grands yeux qui souffrait en secret d'être loin de chez elle, au point de s'en rendre malade chaque hiver. C'était la 3e année qu'elle vivait chez les Robonosov. Katia Ramneva, l'aînée et la plus intelligente, la rieuse Sacha Epifanova, aux yeux noirs, et Dounia Gvatunovskaya, une belle rousse paresseuse, toutes deux âgées de 13 ans. Vanda avait une raison de se réjouir. Elle venait d'obtenir 5 sur 5 dans la matière qui lui réussissait le moins. Vanda avait toujours beaucoup de mal à se concentrer quand il s'agissait de mémoriser quelque chose. Souvent, lorsqu'elle s'efforçait d'apprendre par cœur quelque ennuyeuse leçon, ses pensées partaient à l'aventure. Son imagination s'envolait vers le silence magique des bois, à travers lesquels un traîneau léger l'emportait en compagnie de son père. Les branches des sapins épaissis par la neige s'inclinaient à son passage, et l'air glacé vivifiait sa poitrine. Vanda rêvait. Les heures passaient et la leçon n'était pas apprise. Vanda la parcourait à la va-vite le matin suivant, et si on l'interrogeait, elle n'obtenait que 3 sur 5, autrement dit, la moyenne. Mais hier, Vanda n'avait pas pensé une seule fois aux lointaines forêts de sa région natale, et aujourd'hui, elle avait su réciter son catéchisme mot pour mot. Le prêtre chargé du cours était un partisan convaincu des bonnes vieilles méthodes que ses maîtres lui avaient inculquées quelque 40 ans plus tôt. Il lui avait dit « Bravo ma fille !» et il lui avait mis la note maximum. C'est pourquoi Vanda était en train de courir partout, d'agacer Néron, le chien taciturne, qui réagissait d'ailleurs avec condescendance, de rire et de bousculer ses camarades. Elle avait le souffle coupé à force de se démener, mais la joie l'empêchait de se calmer. Elle vint heurter de plein fouet la domestique Malania qui lâcha l'assiette qu'elle avait entre les mains, mais Vanda la rattrapa au vol. « Que le diable t'emporte !» s'exclama Malania fâchée. « Vanda, ça suffit !» cria Anna. « Tu vas finir par casser quelque chose. »« Mais non !» assura joyeusement Vanda. « Je suis à droite !» Elle pirouetta sur ses talons, agita les bras et renversa la tasse préférée de Vladimir Ivanovitch, posée au bord de la table. Elle demeura figée d'horreur. On entendit un bruit de porcelaine brisée, impitoyablement cristallin,
et les éclats multicolores volèrent dans tous les sens. Wanda s'immobilisa, les mains contre la poitrine, les yeux exorbités d'épouvante, ses belles joues bronzées pâlirent instantanément. Les autres fillettes l'entourèrent, contemplant la tasse brisée avec appréhension. « Il fallait s'y attendre !» déclara Genia d'un ton sentencieux. « Vladimir Ivanovitch va te frotter les oreilles !» remarqua Katia. Sacha pouffa et pressa sa main contre sa bouche pour éviter d'éclater de rire. Anna accourut de la cuisine en entendant le bruit. « Que se passe-t-il » Personne ne répondit. Wanda se mit à trembler. Anna vit les éclats de porcelaine. « Il ne manquait plus que ça !» s'exclama-t-elle, et ses yeux cruels lancèrent de sombres éclairs. « Qui a fait ça ? Répondez immédiatement !»« C'est toi, Wanda ?» Wanda ne dit rien. Genia parla pour elle. Elle sautait partout et dansait près de la table. Ses mains ont accroché la tasse qui s'est cassée. Nous, on lui avait bien dit de se tenir tranquille. « Ah, c'est parfait ! Je te remercie !» siffla Anna en verdissant et en menaçant Wanda de ses dents jaunes. Wanda lui enlaça les épaules et la supplia. « Chère Anna Grigorievna, je vous en prie, ne dites rien à Vladimir Ivanovitch. Tu t'imagines qu'il ne s'en apercevra pas? Dites-lui que c'est vous qui l'avez cassé. »« Moi? Casser sa tasse préférée? Tu perds l'esprit, Wanda. Non, ma petite, je ne vais pas prendre ta faute sur moi. Tu te débrouilleras avec lui. Tu lui montreras les morceaux toi-même. » Wanda fondit en larmes. Les fillettes entreprirent de ramasser les débris. « Oui, oui, tu les lui montreras. Il te dira un grand merci, » répéta Anna sardonique. « Pour l'amour de Dieu, » insista Wanda. « Ne lui dites pas. Punissez-moi plutôt vous-même. Dites-lui que c'est le chat. » Sacha, qui ramassait soigneusement les éclats de porcelaine dans sa paume, pouffa à nouveau. « Le chat botté !» s'esclaffa-t-elle. « Arrête de rire !» lui souffla Katia. « Si c'était toi qui l'avais cassé, je parie que tu serais en train de pleurer à chaudes larmes. » Anna repoussa les mains suppliantes de Wanda. « Pas la peine de pleurnicher, je lui dirai tout. Cela t'apprendra à te tenir tranquille. Tu mérites une bonne correction. Alors ça y est, vous avez tout ramassé? Donnez-les-moi. » Anna rassembla les débris dans une assiette qu'elle posa bien en vue sur la table. Son mari ne manquerait pas de la voir, dès qu'il serait rentré. Contente de cette trouvaille, Anna reprit son va-et-vient entre la cuisine et la salle à manger, maugréant après Wanda qui la suivait à la trace et l'implorait d'enlever les morceaux. « Au moins qu'il les voie seulement après le déjeuner !» gémissait-elle. « Non, ma chérie, il les verra tout de suite !» Par moments, Wanda était prise de colère face à la méchanceté d'Anna. Elle s'exclamait « Pardonnez-moi, ou battez-moi plutôt !» Ses camarades se tenaient tranquilles et parlaient à mi-voix. 2. Vladimir Ivanovitch se dirigeait vers chez lui et rêvait à un petit verre de vodka et à un bon repas. La journée avait été claire et le soleil se rapprochait du couchant. Le vent, Loubiansk était une ville venteuse, soufflait parfois par rafales et arrachait aux congères des nuées de flocons duveteux. Les rues étaient désertes. Les maisons de bois basses émergeaient çà et là de la neige rosie par le soleil et les troncs durs des arbres s'argentaient sous le gel, derrière d'interminables clôtures branlantes. Roubonossov marchait d'un pas allègre sur ses jambes torses. Ses petits yeux couleur de plomb brillaient d'un éclat joyeux dans son visage rouge et parsemé de taches de rousseur. Soudain, il aperçut sa grande ennemie, Anna Fominitchna Pikileva, une vieille fille de 40 ans à la langue acérée, professeur au lycée, qui venait à sa rencontre sur l'étroit trottoir de bois. Vladimir fut très fâché. Devait-il lui céder le chemin, au risque de s'enfoncer dans la neige? Elle marchait droit devant elle, baissant modestement ses yeux perfides et pinçant ses lèvres haïes de cette façon particulière qui mettait toujours Vladimir hors de lui. Il serra fermement sa grosse canne, faite de rouleaux d'écorce de bouleau enfilés sur une tige de fer, et s'avança vers l'adversaire. Ils se retrouvèrent poitrine contre poitrine, échangeant des regards de feu. Vladimir fut le premier à rompre le silence. « Sale peste !» Il venait de remarquer derrière Pikileva la présence de Macha, la petite domestique qui portait les livres de sa maîtresse. La présence de ce témoin indésirable l'empêchait hélas d'avoir recours à des termes plus virulents. Pikileva répliqua d'une voix sifflante.
Quel manque total d'éducation! Vladimir écarta les jambes, s'appuya sur son bâton et ricana en montrant ses dents gâtées. Eh bien, passez donc! Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne pouvez donc pas vous écarter? Demanda poliment Pikileva. Je ne vais tout de même pas marcher dans la neige à cause de vous. Je tiens à ma santé, sacrebleu. Allez, circulez, n'encombrez pas le passage. Il poussa légèrement Pikileva pour qu'elle passe, mais si maladroitement qu'elle tomba dans la neige et se mit à hurler d'une voix perçante, oubliant d'un coup sa pruderie de façade. « Ah, sale misérable! Il m'a fait tomber exprès !» La gamine sauta du trottoir pour l'aider. Roubonossov l'encouragea d'une légère poussée, et elle se retrouva dans la neige, essayant de relever sa maîtresse et vociférant après Roubonossov. La voix ainsi dégagée, Vladimir continua son chemin, le visage victorieux, tandis que Macha lui criait « Vilain goujat! Maudit diable! Nous allons porter plainte au juge !» Parvenu au carrefour, Vladimir se retourna pour la menacer de son bâton, et vociféra « Vous en voulez encore toutes les deux, saperlotte !» En réponse à quoi, Macha lui tira la langue et lui montra 4 fois les cornes en criant « Essaye un peu, nous n'avons pas peur de toi !» Réflexion faite, Vladimir décida d'en rester là. Il cracha, jura énergiquement et rentra chez lui, sentant avec joie que son appétit avait redoublé. 3. Les fillettes, en proie à une attente anxieuse, sursautèrent. Une sonnerie brusque et autoritaire retentit. Vladimir Ivanovitch était de retour. Anna jeta un regard triomphant à Vanda et alla ouvrir. Genia imita le regard de sa sœur et son élan vers l'entrée, et Vanda, le cœur battant, courut derrière Anna, l'implorant à mi-voix de ne rien dire, mais Anna la repoussa avec agacement. Vladimir enleva son manteau avec l'aide de sa femme et de sa belle-sœur, s'exclamant « Cette sale vipère! Elle s'en souviendra à perpétuité, saperlotte !» Vanda fut horrifiée. Il lui sembla que par quelque miracle, Vladimir Ivanovitch était déjà au courant pour la tasse brisée. Mais ses exclamations décousues lui apprirent bientôt qu'il s'agissait d'autre chose. Le vague espoir lui vint de reculer la fatale échéance après le repas, quand plusieurs verres de vodka auraient rendu Vladimir Ivanovitch débonnaire et somnolent. Elle revint dans la salle à manger et se plaça devant la table, s'efforçant de masquer l'assiette fatidique. Katia l'aida en déplaçant la lampe. Vladimir entra dans la pièce, agitant le poing et répondant aux questions de sa femme. « Attends, je vais tout te raconter par le menu, mais il faut d'abord que je m'humecte le gosier. » Il s'arrêta devant le miroir et se regarda avec satisfaction. Il était persuadé d'être le plus bel homme de la ville. Puis, il retira sa veste et la jeta à Vanda. « Tiens, Vanda, porte ça dans notre chambre. » Vanda prit la veste et l'emporta tristement vers la chambre à coucher, en la tenant précautionneusement par le crochet et en la levant bien haut, comme si elle était en verre. Elle marchait même sur la pointe des pieds. Sacha mit sa main devant sa bouche et sortit de la pièce en courant. Les joues de Vanda devinrent rouges de confusion et de colère. Roubonossov, en gilet, se regarda une nouvelle fois dans la glace et entreprit de peigner ses cheveux blonds lisses avec une raie au milieu. En se retournant, son regard tomba sur la table et il vit l'assiette avec les débris. Il reconnut immédiatement les restes de la grande tasse dans laquelle il avait l'habitude de boire son thé et se sentit profondément offensé. « Qui a cassé ma tasse ?» cria-t-il d'une voix féroce. « C'est un scandale! Ma tasse préférée !» Il se mit à marcher rageusement à travers la pièce. « Vanda, évidemment. Qui d'autre ?» grinça Anna. Genia s'empressa de raconter comment Vanda avait brisé la tasse. Elle écarta les bras et tourbillonna pour l'imiter sans redresser son dos voûté. Son visage livide, au nez camus, affichait une expression zélée. Elle ne sourit pas une seule fois. « Vanda n'arrête pas de faire des bêtises, » dit Anna. « Elle devient vraiment intenable. Tu devrais essayer de la mettre au pas, Vladimir. Sinon, elle finira par briser toute la vaisselle. Pour ce que leurs parents nous payent, ces gamines nous causent trop de soucis. » Elle a failli casser les assiettes, intervint Genia. Malania est arrivée de la cuisine avec des assiettes et elle lui est rentrée dedans. Heureusement que Malania les a rattrapées. Roubonossov, furieux, rougissait de plus en plus et grondait de colère.
Vanda, debout derrière la porte, priait en silence. Dans l'entrebâillement, elle voyait le visage cramoisi de Vladimir Ivanovitch, hideux et terrible. Il cria « Vanda, viens un peu ici !» Vanda entra en tremblant. « Qu'as-tu fait, petit effronté ?» Vladimir tenait à la main la cravache qu'il utilisait pour corriger Néron. « Allons, approche !» jeta-t-il en postillonnant. « Je vais te caresser un peu les reins !» Il agita la cravache et émit un sifflement strident. Vanda recula, mais il l'attrapa par l'épaule et la traîna au centre de la pièce. Vanda tomba à genoux en pleurant bruyamment. Roubonossov brandit la cravache. La fillette poussa un cri perçant, évita le coup, bondit sur ses jambes et se précipita dans l'entrée où elle se blottit derrière l'armoire, dans un recoin étroit et poussiéreux. Ses sanglots hystériques retentissaient à travers la maison. Vladimir voulut la tirer de son refuge, mais Anna, effrayée par le regard traqué et les hurlements de l'enfant, l'arrêta. « Ça suffit, Vladimir. Laisse-la. Ça n'en vaut pas la peine. Vois comme elle te regarde. Elle risque de te mordre. Une vraie bête sauvage. » Roubonossov s'arrêta devant l'armoire. « Alors comme ça, tu espères te cacher ?» dit-il lentement, avec indignation. « Attends un peu. J'ai d'autres moyens de t'atteindre. » Vanda se tut pour écouter. « Tu ne m'échapperas pas, sacrebleu !» continua Vladimir, cherchant une menace capable de l'impressionner. « Je sais ce que je vais te faire. Tu ne perds rien pour attendre. La nuit, dès que tu t'endormiras, un ver va te rentrer dans la gorge. Tu entends? Un ver !» Vladimir appuya de façon particulièrement menaçante sur le mot ver et jeta rageusement sa cravache. Deux grands yeux noirs écarquillés la regardaient fixement de derrière l'armoire. « Ça t'apprendra, sa perlotte !» poursuivit Roubonossov. « Il rampera sur ta langue et te bouffera les entrailles. Tu verras ça, petite dinde !» Vanda écoutait attentivement. Ses yeux effrayés brillaient parmi les ombres, tandis que Vladimir Ivanovitch répétait ces étranges menaces, pareilles, dans l'esprit de la fillette, à quelque sorcier proférant une mystérieuse et puissante malédiction. 4. Roubonossov était très fier de sa trouvaille. Il parla plusieurs fois du ver pendant le déjeuner et jusqu'au soir. Anna Grégorievna et ses pensionnaires trouvaient cela amusant, et tout le monde riait de Vanda qui, silencieuse, lançait des regards apeurés à Vladimir Ivanovitch. Parfois, elle avait l'impression qu'il plaisantait, et que cette histoire de ver était absurde, mais à d'autres moments, elle en tremblait d'effroi. Durant toute la soirée, elle se sentit mal à l'aise, à la fois coupable et vexée. Elle aurait voulu rester seule, se blottir dans un coin et pleurer, mais elle n'avait d'autre choix que de rester assise en compagnie de ses camarades, face à des livres et à ses cahiers au nid. Les Roubonossov bavardaient dans la pièce voisine. Vanda attendait la nuit avec impatience pour se cacher sous sa couverture, et au moins, de cette façon, fuir leur présence accablante. Vanda faisait semblant de préparer ses devoirs. La tête entre ses mains, elle fermait les yeux et imaginait la maison de son père et les bois épais. Le feu brûle joyeusement dans la cheminée. Vanda est assise par terre et tend ses mains frigorifiées vers les flammes. Elle vient juste de rentrer. C'est une claire journée d'hiver. Le soleil bas rougit les cristaux de givre qui ornent les vitres. Il fait chaud. Il fait bon d'être parmi les siens, parmi les rires bon enfant et les plaisanteries joyeuses. Mais Roubonossov entrait et demandait. « Alors, Vanda, on rêvasse? Tu te languis du ver, je parie. Il va venir cette nuit même. » Les fillettes riaient. Vanda lançait des regards inquiets. « Le ver !» répétait-elle en silence, du bout des lèvres. « Quel ver !» Le son même du mot lui semblait maléfique, écœurant et lourd de menaces. Vanda eut un haut-le-corps, un frisson lui parcourut l'échine. « Ver !» Cette syllabe hideuse, à la fois insidieuse et frétillante, se répétait dans sa conscience, elle n'arrivait pas à s'en défaire. 5. Il était tard. Les fillettes s'étaient déshabillées et couchées dans leur dortoir où 5 lits étaient alignés l'un contre l'autre. Celui de Vanda était le deuxième en partant de la gauche. À côté, contre le mur, se trouvait le lit de Dounia. À droite, celui de Sacha, puis celui de Katia, et enfin celui de Genia, juste à côté de la porte qui menait à la chambre des Roubonossov. Vanda parcourut la pièce d'un regard hostile. Les ombres dans les coins la regardaient méchamment. Elle semblait la guetter.
Les murs étaient tapissés d'un papier peint sombre et hideux, orné de fleurs mauves dont la couleur débordait des contours. Il était collé n'importe comment, et les bords des dessins ne coïncidaient pas. Il semblait à Wanda que le plafond bas recouvert de papier descendait, comprimant l'air et lui opprimant la poitrine. Les lits de fer avaient une odeur déplaisante et triste, de prison ou d'hôpital. En face des lits, juste devant les yeux de Wanda, s'alignaient des armoires en planches pourries pleines de fentes, avec des portes qui fermaient mal et grinçaient quand on passait devant. Wanda détestait ces meubles, à l'air pitoyable de vieillards apeurés et perclus de vieillesse. Vladimir entra dans la chambre et cria bien fort. « Tu entends, Wanda? Le ver va venir te voir cette nuit !» Les gamines gloussèrent et regardèrent Wanda, puis Vladimir. Wanda ne répondit rien. Ses yeux noirs brillaient dans la pénombre. Roubonossov s'en alla. Les fillettes commencèrent à se moquer de Wanda. Elles savaient qu'il était facile de la pousser aux larmes et prenaient un malin plaisir à l'embêter. Wanda, avec son pauvre cœur méfiant, ouvert simplement à la nostalgie de ses forêts natales, se taisait, les yeux fixés au plafond. Les autres ricanaient. Vladimir finit par en avoir assez. Il avait envie de dormir. Il cria de l'autre côté du mur. « Bouclez-la, saperlotte! Qu'est-ce que vous avez à caqueter comme des poules? Vous voulez goûter de ma cravache ?» Les voix se turent. « Il ne fait que menacer, » pensa Wanda. Elle se souvint de la gentillesse de ses parents, de ses frères et de ses sœurs. À côté d'eux, Vladimir Ivanovitch paraissait un rustre grossier. Brusquement, elle se sentit coupable de le critiquer. Après tout, elle lui avait causé du tort en cassant cette malheureuse tasse. Bientôt, un ronflement à peine perceptible monta du lit de Dounia. Aujourd'hui, elle trouva ce bruit agaçant. Dans l'air chaud et confiné de la chambre, elle avait du mal à respirer. Le chagrin et une étrange colère l'oppressaient. Elle enfouit la tête sous la couverture. Des pensées coléreuses lui traversèrent l'esprit puis s'éteignirent, cédant le pas à des rêves joyeux et lointains. Wanda commença à s'endormir. Soudain, elle sentit sur ses lèvres quelque chose de désagréablement rampant. Elle sursauta de frayeur, et le sommeil la quitta instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent, son cœur se figea, puis bondit douloureusement. Wanda porta la main à sa bouche et en retira le bord du drap légèrement humide de salive. Wanda ressentit un vif soulagement, comme si elle avait échappé à un danger. Elle remarqua que son cœur battait avec violence. Pressant la main contre sa poitrine, elle le sentit tambouriner contre ses doigts tièdes et sourit de sa peur. Mais autour d'elle, dans la pénombre de la nuit, quelque chose d'inconnu et de menaçant remuait. Sa joie était tendue et son sourire incertain. Déjà son cœur se serrait de nouveau, en proie à un sombre pressentiment. Wanda était angoissée. Elle se tournait et se retournait dans son lit. La couverture l'empêchait de respirer. Elle éprouvait des sensations déplaisantes dans ses jambes. La fatigue les rendait pesantes et ses chevilles étaient douloureuses d'avoir subi toute la journée la pression de ses bottines étroites. Elle était mal dans son corps. Elle avait sommeil, mais demeurait éveillée. Ses yeux étaient lourds et secs. Le vent gémit dans la cheminée. L'une de ses compagnes de chambre marmonna quelque chose dans son sommeil. La langueur épuisante de l'insomnie étreignait Wanda. Les plis grossiers des draps et de sa chemise de nuit, qu'elle-même accumulait en remuant, lui rentraient dans les côtes. Wanda tenta de se réfugier dans la douceur de ses rêves, mais sans succès. Les autres fillettes dormaient profondément, et elle avait par moments l'impression qu'elles étaient mortes. Il se passa une bonne heure avant qu'elles ne parviennent à se rendormir. 6. Wanda se réveilla en sursaut. Il faisait encore nuit noire, tout le monde dormait. Elle s'assit dans son lit, effrayée par un rêve vague et des sensations indéfinissables. Elle scruta les ténèbres de la chambre. L'esprit hanté de pensées brumeuses et fragmentaires, l'angoisse était revenue l'oppresser. Sa bouche était sèche, et Wanda bâilla spasmodiquement. Aussitôt, quelque chose d'étranger, long et nauséeux, rampa sur sa langue et chatouilla son gosier. Wanda déglutit machinalement. La gêne cessa. Soudain, elle se souvint du ver. C'est lui qu'elle venait d'avaler. L'horreur et l'écœurement l'envahirent. Ses hurlements perçants retentirent dans le noir. Les fillettes effrayées bondirent de leur lit, se bousculant dans l'obscurité.
Anna Grigorievna, qui avait reconnu la voix de Vanda, accourut en chemise de nuit avec une chandelle. On entendit Vladimir se retourner bruyamment et son lit grincer de l'autre côté du mur. Il grogna de mécontentement et chercha ses vêtements à tâtons. Anna s'approcha de Vanda. « Vanda, c'est toi ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui t'a pris de crier, petite sotte? Quelque chose t'a fait peur ?» À la lumière, les autres fillettes comprirent à leur tour qui était à l'origine du cri et s'attroupèrent autour du lit de Vanda, frissonnant de froid et frottant leurs yeux ensommeillés. Vanda était assise dans son lit, les jambes repliées. Elle tremblait de tout son corps et regardait Anna avec épouvante. Celle-ci lui toucha l'épaule. « Vanda, mais qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi !» Vanda fondit en sanglots et balbutia. « Le verre! Le verre !» Ses dents claquaient si fort qu'Anna ne comprit pas immédiatement. « Quel verre ?» Vanda pleura de plus belle, répétant. « Mon Dieu, aidez-moi! Le verre est entré en moi !» Elle ouvrit la bouche, y fourra 2 doigts, les mordit malgré elle, les retira et se remit à sangloter. Katia dit. Elle a dû rêver qu'un verre lui était entré dans la bouche, comme Vladimir Ivanovitch l'a dit. Vladimir arriva à son tour et cria dès le seuil. « Qu'est-ce qui se passe, petites énergumènes ?»« C'est à cause de cette histoire de verre que tu as racontée à Vanda. Elle y a cru. »« Quelle idiote !» s'exclama Roubonossov. « C'était une blague. Il n'y a aucun verre. » Les petites éclatèrent de rire et cajolèrent Vanda pour la calmer. « Tu as fait un cauchemar, Vanda. Comment veux-tu qu'un verre soit venu dans la chambre ?»« S'il n'y a plus moyen de plaisanter, dit Roubonossov en allant se recoucher. » Dounia apporta de l'eau et persuada Vanda d'en boire quelques gorgées. Anna Grigorievna s'assit au bord du lit de Vanda et entreprit de la raisonner. Peu à peu, Vanda s'apaisa et se rendormit. 7. En rêve, Vanda voyait sa maison natale, son père, sa mère, ses petits frères et le chien Polkan. Une maisonnette basse à moitié enfouie dans la neige, aux limites d'une toute petite ville. Une fine fumée bleue monte joyeusement au-dessus du toit en pente. Au loin, l'appel mélancolique de la forêt blanche et l'aurore rose auréole les cieux paisibles. Voilà maintenant qu'elle rêve à l'été. La rivière sinueuse coule lentement. Des nénuphars jaunes flottent non loin de la berge, que surplombent des falaises argileuses. Des oiseaux rapides font résonner leurs cris dans l'air ténu. Sa mère, tendre et gaie, ses yeux bleu clair, sa voix mélodieuse qui chante une douce chanson. Son père, sévère en apparence, mais Vanda n'a pas peur de sa longue moustache jaune parsemée de quelques poils blancs, ni de ses sourcils broussailleux. Elle aime l'écouter parler de son pays natal, lointain et mystérieux. Vanda est née et a grandi dans la région de sa mère, parmi les neiges, et pour elle, les récits paternels prennent des allures de contes de fées. L'agitation, les voix et les rires de ses camarades réveillèrent Vanda. Elle ouvrit les yeux, et tout ce qu'elle vit lui était étrange et étranger. La transition fut si brutale entre ces chères visions et ce papier peint poussiéreux parsemé de fleurs hideuses qu'elle demeura un moment immobile sans comprendre où elle se trouvait, essayant presque inconsciemment de se raccrocher aux bribes volatiles de son rêve interrompu. Puis elle reconnut ses murs moroses et une tristesse familière lui étreignit le cœur. Une nouvelle journée parmi des étrangers qui vont se moquer d'elle à cause de cette histoire de verre, à cause de son prénom bizarre ou pour autre chose encore. Le pressentiment des offenses remua douloureusement dans l'âme de Vanda. 8. Les Roubonossov et leurs pensionnaires prenaient le thé. Vanda était encore pâle après les terreurs de la nuit. Elle avait la migraine, elle se sentait souffrante et mangeait à contre-cœur. Il lui semblait que le thé avait mauvais goût. Vladimir Ivanovitch buvait dans une soucoupe avec un fort bruit de lèvres. Vanda trouvait cela écœurant. Vladimir se dépêchait pour ne pas arriver en retard au bureau. Anna remarqua que Vanda était triste et demanda. « Qu'as-tu, Vanda? Tu as mal à la tête ?»« Non, ce n'est rien, Anna Grigorievna. Je vais bien, » répondit la fillette en s'efforçant de sourire. « C'est la peur qui la rend pâle, » expliqua Katia. Sacha,
au souvenir des événements de la nuit, partit d'un rire sonore, et son hilarité se communiqua aux autres. « Tu es sûr que tu n'es pas malade ?» insista Anna. « Il vaut peut-être mieux que tu restes à la maison. » Mais Wanda devina au son de sa voix qu'elle serait fâchée si elle répondait par l'affirmative, et qu'elle la prendrait pour une simulatrice, aussi se hâta-t-elle de dire. « Non, non, Anna Grigorievna, je vous assure que je vais parfaitement bien. »« Alors, le verre est venu pour de bon ?» demanda Vladimir, et il s'esclaffa bruyamment. Tous rirent, et Wanda sourit aussi. À la lumière du jour, elle n'avait plus peur, mais son sourire déplut à Roubonossov. Cette petite diablesse osait se réjouir alors qu'il ne buvait plus dans sa tasse préférée. Il décida de l'effrayer encore un peu, afin que la leçon porte ses fruits. « Tu as tort de rire, Wanda, dit-il en fronçant les sourcils. Tu crois vraiment que je plaisante ? Pauvre naïve. Le verre se tient tranquille pour l'instant. Il se réchauffe. Mais attends un peu. Il va bientôt te ronger et tu m'en diras des nouvelles. » Wanda blêmit et sentit soudain nettement un chatouillis léger en haut du ventre. Sa main se crispa sur son cœur. Anna Grigorievna s'inquiéta. Si la petite tombait malade, cela risquait de lui causer des tracas, surtout que ses parents habitaient à 320 kilomètres. Elle fit taire son mari. « Ça suffit, Vladimir. Arrête de lui faire peur, sinon elle va encore faire des cauchemars. Je n'ai pas envie de me lever toutes les nuits. Ces gamines me donnent déjà assez de travail dans la journée. » 9. Tandis que Wanda marchait en direction du lycée avec ses camarades, le verre continuait à la chatouiller au même endroit. Elle se sentait effrayée et mal à l'aise. Le vent qui soufflait à sa rencontre lui paraissait sans pitié. Les passants, aussi mornes que les clôtures qu'ils longeaient, augmentaient son humeur chagrine. Elle ne cessait de penser au ver minuscule à l'intérieur de son corps, qui tantôt se calmait, tantôt se réveillait, tel ce vent inexorable qui faisait valser maladroitement des nuées de flocons. Son sifflement à travers les rues rappelait de manière lancinante le silence somnolent de sa lointaine forêt, où la voix grave de son père résonnait sous les pins austères. Mais là-bas régnait l'espace et la liberté. Ici, dans la ville étrangère, il n'y avait que des murs et l'impuissance des hommes. Elle aimait tant se blottir contre le manteau de fourrure de son père, tandis que le traîneau filait, que la bise hurlait, soulevant des nuages neigeux que le soleil transperçait, fragmentés en gouttelettes de lumière multicolore. Les chevaux piaffaient d'excitation, les patins du traîneau vibraient. Une fine rangée de sapins tendait ses branches à travers les grilles d'une maison. Le cœur de Wanda se serra. « Pourquoi ai-je cassé cette maudite tasse ?» pensa-t-elle amèrement. « Qu'est-ce qui m'a pris de sauter partout ? C'était idiot de me réjouir pour si peu. » 10. Au lycée, Wanda continua d'écouter le verre. Il lui semblait par moments qu'il progressait vers son cœur. Elle se répétait que cela passerait. Mais les murs nus de la classe la contemplaient avec une sévérité inflexible. Ses camarades avaient colporté à la ronde l'histoire du verre, et le lycée entier se moquait de Wanda. Durant la récréation et entre deux cours, des fillettes l'abordaient. « Il paraît que tu as avalé un verre pendant la nuit ?» Wanda entendait des rires derrière son dos et des exclamations feutrées. « Wanda a avalé un verre !» Au lycée, on la surnommait ainsi, en déformant son prénom. On ne tarda pas à se moquer d'elle en rime. « Vandale est une sotte qui fait tout de travers. Elle a cassé une tasse et avalé un verre. » Wanda, blême de rage, se défendait comme elle pouvait. En plein milieu d'un échange acerbe avec une moqueuse particulièrement assidue, Wanda sentit un picotement léger juste au-dessous du cœur. Effrayée, elle se tut, alla se rasseoir à sa place et sans plus prêter attention à rien d'autre, écouta ce qui se passait en elle. Un léger picotement qui s'arrêtait puis recommençait. Cela continuait à la maison, pendant le déjeuner et jusqu'au soir. Lorsque Wanda était fatiguée de penser au verre et se laissait distraire, le picotement cessait de se manifester. Mais aussitôt, elle s'en souvenait et se remettait à surveiller ses sensations. Et cela finissait par reprendre. Il aurait peut-être suffi qu'elle l'oublie pour qu'il disparaisse, se disait-elle parfois. Mais les autres ne cessaient de le lui rappeler. 11.
les pensionnaires faisaient leur devoir. La lumière jaune de la lampe irritait Vanda. Elle écoutait le lent travail du verre qui la rongeait de plus en plus fort. Coude contre la table, la tête entre les mains, Vanda regardait son livre ouvert sans le voir. Une angoisse inexprimable l'oppressait. Elle avait peine à respirer dans cet espace fermé dont l'air même lui était hostile. Elle se dit pour se rassurer. « Il n'y a aucun verre, c'est juste de la tristesse. Il faut que j'invente quelque chose pour me distraire. » Elle essaya de penser à sa maison qu'elle reverrait au printemps. La forêt fraîche et moussue serait encore somnolente, mais pleine déjà d'une fraîche odeur de pin. Le ruisseau chanterait sa chanson cristalline en courant parmi les pierres, et l'on trouverait de grosses érelles en abondance. Mais ses rêveries peinaient à prendre forme, et Vanda se lassa bientôt de torturer son imagination. Des voix lui parvenaient de la salle à manger. Anna Grigorievna pressait Malania, Vladimir s'était levé après sa sieste et s'indignait que le samovar ne fût pas encore prêt. Vanda repoussa violemment sa chaise et se leva. Son visage était pâle et ses joues rondes semblaient s'être creusées en une seule journée. Le regard fixe, elle s'approcha d'Anna et dit doucement « Anna Grigorievna, ça me ronge près du cœur. »« Quoi encore ?» demanda Anna qui avait mal entendu. « C'est le verre qui me ronge, » insista Vanda d'une voix blanche. « Mais que racontes-tu, petite sotte ?» s'exclama Anna fâchée. « Tu finiras par me rendre folle !»« Ah, le verre !» s'exclama Vladimir d'une voix triomphante. Il éclata de rire en répétant. « Il te ronge, hein ? Saperlotte ! J'ai fini par t'avoir, hein ? Vladimir Roubonossov sait y faire !» Les autres fillettes accoururent. Entourée de rire, Vanda sentit que la tête lui tournait. Elle s'assit et avala docilement et sans y croire une potion insipide concoctée à la hâte par Anna. Elle voyait bien que personne n'avait pitié d'elle et que tous refusaient de comprendre ce qui lui arrivait. 12. Il fait nuit, mais Vanda ne parvient pas à dormir. Le verre, solidement installé sous son cœur, le ronge sans relâche. Vanda se dresse sur un coude. La couverture tombe de ses épaules. Dans la faible clarté de la veilleuse qui brûle devant les icônes, sa chemise de nuit fait tache blanche et ses yeux noirs étincellent. La douleur devient insupportable. Vanda fond doucement en larmes. Elle n'ose pas aller réveiller Anna Grigorievna. Une crainte vague face à l'hostilité humaine l'empêche d'appeler à l'aide. Elle presse son visage contre l'oreiller pour étouffer les sanglots qui lui déchirent la poitrine. « Pauvre idiote !» murmure-t-elle. « Pourquoi ai-je fait la folle ? Pour avoir appris ma leçon ? Mon Dieu, je ne vais tout de même pas mourir à cause d'une tasse cassée !» Vanda se lève. Elle se met à genoux devant l'image sainte fixée au chevet de son lit. Elle joint les mains pour prier et murmure doucement de ses lèvres sèches et tremblantes des paroles de souffrance et d'espoir. Elle murmure trop fort et sanglote à voix haute. Sacha remue dans son lit en marmonnant. Vanda se tait et attend. Tout redevient silencieux. Elle n'a réveillé personne. Vanda prie longtemps, mais sa prière ne l'apaise pas. Seul le silence et les ténèbres, hostiles, répondent à sa prière. Vanda a l'impression que quelque chose bouge doucement à côté d'elle, quelque chose de puissant et de mystérieux, mais qui ne se soucie guère de son sort. Un ange passe, il vole sans s'arrêter vers les gens heureux et obéissants. 13. Les jours épuisants et les nuits éprouvantes se succédaient. Vanda maigrissait rapidement. Ses yeux noirs soulignés désormais de cernes bleues étaient secs et inquiets. Le verre lui rongeait le cœur, et la douleur lui faisait parfois pousser un gémissement sourd. Elle avait peur, elle avait du mal à respirer, tant de mal. Un élancement transperçait sa poitrine dès qu'elle prenait une profonde inspiration. Elle n'osait demander de l'aide. Elle avait l'impression que tous étaient ligués contre elle, de connivence avec le verre. Vanda se représentait clairement son tortionnaire. Au début, il était menu, grisâtre, avec une petite bouche, bougeant à peine. Désormais, il s'était acclimaté, il avait grandi et forci. Il était gros et rouge, mastiquant sans arrêt
et progressant sans relâche, s'attaquant aux parcelles encore intactes de son cœur. Wanda décida d'écrire en cachette à son père pour qu'il la fasse rentrer à la maison. Elle guetta l'instant propice pour s'approcher du bureau de Roubonossov, prit une enveloppe sous la main de femme en marbre qui servait de presse-papier et la dissimula dans sa poche. À cet instant, elle entendit un pas léger. Elle sursauta et s'écarta maladroitement de la table. C'était Genia. Wanda se demanda si elle l'avait vue. Pendant qu'elles faisaient leur devoir, elle l'observa attentivement. Mais Genia était plongée dans ses livres. « Non, elle n'a rien vu, » se dit Wanda. « Sinon, elle aurait couru me dénoncer. » Wanda entreprit de rédiger sa lettre en la cachant entre ses cahiers. Elle devait s'interrompre lorsque Anna Grigorievna passait à proximité ou que ses camarades regardaient dans sa direction. « Cher papa et maman, reprenez-moi à la maison, s'il vous plaît. Un ver est entré en moi et je suis très malade. J'ai cassé la tasse de Vladimir Ivanovitch sans faire exprès. Il a dit qu'un ver entrerait dans ma bouche. Et il est entré. Et si vous ne me faites pas revenir, je vais mourir et vous me regretterez. Envoyez-moi chercher bien vite. À la maison, je guérirai, mais je ne peux pas vivre ici. S'il vous plaît, reprenez-moi au moins jusqu'à l'automne. J'étudierai toute seule, et ensuite je passerai dans la classe suivante. Et si vous ne me reprenez pas, le ver me rongera le cœur et je mourrai bientôt. Si vous me reprenez, j'apprendrai à Lyotcha à lire et à compter. Pardonnez-moi si je n'ai pas mis de timbre, parce que je n'ai pas d'argent, et que je n'ose pas en demander à Anna Grigorievna. Je vous embrasse, cher papa et maman, et aussi mes frères, et mes sœurs, et Polkan, votre Wanda. Je travaille bien à l'école, et j'ai de bonnes notes. Entre-temps, Genia était allée voir sa sœur et lui avait murmuré quelque chose à l'oreille. Anna avait écouté en silence avec des yeux méchants. Puis Genia était revenue et s'était remise à ses devoirs comme si de rien n'était. Wanda était en train d'inscrire l'adresse sur l'enveloppe. Soudain, elle éprouva une sensation de gêne et de peur. Elle leva la tête, ses camarades la dévisageaient avec une curiosité obtuse. Leurs expressions indiquaient une autre présence dans la pièce. Wanda se retourna en frissonnant, oubliant même de dissimuler l'enveloppe. Anna Grigorievna se tenait derrière elle et regardait ses cahiers et l'enveloppe bien visible. Ses yeux lançaient des éclairs furieux et sa lèvre frémissante de colère laissait paraître ses terribles canines jaunes. 14. Wanda est assise devant la fenêtre et regarde tristement la rue morte. Un linceul immaculé couvre les maisons. Les rayons du couchant qui frappent la neige par endroits la font étinceler, pompeuse et cruelle, tel le brocart d'argent ornant un riche cercueil. Wanda est malade. Elle ne va pas au lycée. Une rougeur persistante marque ses joues creuses. Une angoisse inquiète la ronge. Une timide impuissance paralyse sa volonté. Elle s'est accoutumée au douloureux labeur du ver. Elle a l'impression que quelqu'un se tient derrière elle et elle n'ose pas se retourner. Elle regarde la rue avec des yeux effrayés, mais la rue est morte. La chambre manque d'air et il lui semble y percevoir un brumeux parfum d'encens. 15. C'est une belle journée ensoleillée. Wanda est alitée, on l'a isolée dans une chambre où flotte une odeur de médicaments. Terriblement amaigrie, elle est couchée, ses mains inertes reposent sur la couverture. Son regard absent glisse sur les murs, nouveau mais déjà honni. Une toux spasmodique déchire sa faible poitrine d'enfant. Les taches rouges de la phtisie marquent ses joues dont la couleur mate a pris une nuance de cire. Un sourire cruel déforme ses lèvres. Son visage est si décharné que sa bouche ne se referme plus. D'une voix rauque, elle balbutie des phrases absurdes et décousues. Wanda ne craint plus les étrangers qui l'entourent et qui écoutent avec effroi ses paroles méchantes. Wanda sait qu'elle est en train de mourir.